Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, décrypter, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes, des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm. Sur la bande FM, vous nous retrouvez sur le 93.1 et sur le DAB+, également. Et bien sûr, nous sommes présents sur les podcasts de toutes les plateformes préférées. Dès que vous nous croisez, n'hésitez pas, mettez-nous des petits likes, des petites étoiles et faites parler, partagez cette émission. C'est le maître Miyagi de cette émission. Vous savez, le maître qui attrape les boutons des consoles de réalisation avec des baguettes. Merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation. Jérôme que vous pouvez retrouver sur cette antenne avec son émission toujours passionnante sur le vélo, Rayon Libre. J'espère que je vais être le radio karaté kid à la hauteur de ton entraînement, maître Miyagi. Merci à Olivier Gréco d'animer cette station Cause Commune et de nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Welcome back. Ici, vous l'avez compris, nous partons à la découverte des nouveaux outils de la data, des algorithmes, de la data science, de l'IA. Initialement, nous envisagions de le faire très progressivement, voire tranquillement. Nous allions gentiment parler production de données, utilisation de données, solution de problèmes grâce à la data science. Mais ça, c'était avant. C'était avant l'explosion des services d'IA générative. Il s'appelle ChatGPT, vous le connaissez, Bard, Hugging Chat, Midjourney, DALL-E, Gen 2. Tous ces services d'intelligence artificielle générative, faciles d'accès pour le grand public, ont rabattu les cartes sur la manière d'aborder le sujet. Il ne se passe pas un jour sans l'annonce de l'ouverture d'un nouveau service inimaginable, d'une nouvelle technique majeure, de la mise en lumière d'un sujet sociétal lié aux évolutions accrochées à cette technologie. On le sent bien, c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à aller comprendre. Et par curiosité, pour son métier, pour sa vie, pour la société, on essaie d'ingurgiter et de voir quel type d'informations on peut trouver sur ce sujet. Mais la vague est trop haute. Par où commencer? Quelles sont les premières informations et compétences à acquérir? Comment se mettre le pied à l'étrier? Quels sont les grands enjeux à ne pas louper? Nous sommes tous un peu perdus. Heureusement, notre invité du jour va pouvoir nous aider. C'est un multicasquette, c'est un entrepreneur avec plusieurs apps à son actif, c'est un précurseur, il propose depuis 2019 une ressource en français pour suivre la veille dans le domaine de l'IA. Cela s'appelle Revue de l'IA, on va en reparler. C'est un technicien, master en maths, ingénieur en data science, mais qui sait vulgariser ses connaissances. Il a créé avec 3 autres spécialistes une formation en ligne ultra efficace, d'un peu plus de 4 heures, pour aborder les sujets essentiels de la révolution de l'IA générative. Bonjour, il est Stelby. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous pour essayer de nous aider à comprendre et à surfer la vague, à prendre la vague. Alors, parlez-moi d'IA. En bon professeur de surf, quel est le premier conseil de posture sur la planche que vous donneriez à quelqu'un qui veut aborder ce nouveau sujet des IA génératives? J'aime bien cette métaphore du surf parce que quand on a une vague comme ça, on se bat pas contre cette vague-là, on la surfe. Et donc c'est important d'apprendre à surfer. Donc je pense que la clé aujourd'hui, la clé de la compréhension de l'IA générative, des nouveaux modèles et de ce qu'essayent de faire les grandes entreprises, c'est vraiment de rester au courant de ce qui se passe dans le monde de l'IA, donc à travers des podcasts comme celui-ci, ou alors en suivant les bonnes personnes sur Internet, les bonnes newsletters, et en restant en fait tout le temps à la page, parce que ce que je dis en fait, c'est qu'on compare cette révolution avec la révolution de l'iPhone et du smartphone, mais le smartphone c'était plutôt une temporalité de 1 an ou de quelques années avant que tout le monde prenne en fait. Oui, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de la semaine ou du mois, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes très tôt, finalement, intéressé au fait de vulgariser un peu les différentes connaissances ou informations qui vous passaient sous les yeux, et que vous avez voulu créer cette revue de l'IA. Alors moi, initialement, la revue IA, ça vient d'une démarche un peu égoïste, pour être tout à fait honnête. C'est que moi-même, je voulais apprendre, en fait, ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de comprendre quelque chose, c'est de l'expliquer. Et en fait, ça venait au moment où l'intelligence artificielle, donc c'était en 2019, c'était un peu Terminator et les robots tueurs.
Ouais. qui allait prendre le C'est vrai contrôle qu'on a de eu cette... l'humanité. Oui. Et c'était la vision de Monsieur Tout-le-Monde, et la vision du chef d'entreprise, c'était que c'était une baguette magique qui était solution à tous ces problèmes. Et moi, j'avais bien compris que c'était pas ça du tout, que c'était finalement des algorithmes, et en tant que mathématicien, je savais que c'était des choses explicables mathématiquement. Vous sentiez déjà venir ces outils désormais grand public qu'on peut utiliser assez facilement, justement? Alors, je sentais qu'il y avait un potentiel, que l'intelligence artificielle allait proposer des choses assez intéressantes dans pas mal de domaines, mais je pensais pas que ça allait se faire, ça allait être aussi démocratique, aussi rapidement. ChatGPT, je pensais qu'il fallait encore attendre peut-être une dizaine d'années avant d'avoir quelque chose comme ça, mais c'est venu plus tôt que prévu. D'accord, donc vous avez commencé cette veille, et vous avez commencé à regarder le sujet. Aujourd'hui, qui sont les contributeurs de la revue de l'IA? Comment ça s'organise, en fait? Alors, on est une quinzaine de contributeurs bénévoles, en fait, chacun propose des articles quand il en a envie, sur des sujets plutôt techniques, parce qu'aujourd'hui, malgré le boom de l'intelligence artificielle, on n'a pas énormément de contenu disponible en français sur le sujet, et donc on a envie de combler ce gap, ça reste un objectif. Vous avez raison, il faut le dire, c'est plutôt technique. C'est abordable, mais c'est vrai que dans cette émission-là, on essaie de vulgariser, on essaie de décrypter, et d'essayer d'éviter au maximum d'être trop technique pour que la compréhension soit la plus large possible. C'est vrai que la revue, de temps en temps, c'est très intéressant, hein, c'est très riche, c'est très intéressant, c'est très abordable, mais c'est un peu technique quand même. Malgré tout, je m'oblige un petit peu à parler des aspects plutôt éthiques des modèles d'intelligence artificielle, et donc c'est quand même un sujet que j'aborde assez régulièrement et que je conseille à tout le monde de s'y intéresser, en fait. Et dans les conseils que vous donnez, bon, bien sûr, il y a la revue de l'IA, on va mettre ça au centre du dispositif, mais il y aurait quoi d'autre, finalement, comme outil de veille sur ces sujets-là, en français, peut-être en anglais? Est-ce que vous auriez des conseils à donner? En fait, c'est simplement suivre les bonnes personnes, suivre souvent les ingénieurs. Il y a pas mal d'ingénieurs français qui sont dans des entreprises aux États-Unis, par exemple, et qui créent pas mal de contenu. Quelqu'un comme Yann Lequin, même s'il peut être assez technique parfois, permet quand même d'avoir des tendances de marché sur ce qui va se passer. Sam Altman, Elon Musk, regardez les débats en fait entre les grands de ce monde, c'est toujours intéressant de comprendre chacun leur vision des choses. Et justement, je profite que vous soyez à ce micro, parce que vous avez cette connaissance un peu multifacette du domaine. Si vous deviez nous faire un peu une méta-carto hein, des forces en présence, des acteurs en présence dans le domaine de l'IA en général, encore une fois, vous parlez à votre grand-mère, je dis souvent. Comment vous pourriez nous décrire la cartographie des grands acteurs de l'IA aujourd'hui, vis-à-vis de l'utilisateur final, en fait, tout simplement? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect software, donc logiciel, donc création d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et il y a l'aspect hardware, donc construction des ordinateurs qui vont permettre de faire des calculs. Parce que entraîner un modèle d'intelligence artificielle demande des ressources. Et pour ces ressources-là, on a besoin d'ordinateurs assez puissants. Et sur ce sujet-là, le maître incontesté, c'est Nvidia, une entreprise qui est valorisée à plus de 1 trillion de dollars. Et qui est maître incontesté sur ce sujet. Parce qu'il produit quoi exactement? Ils produisent des GPU, des cartes graphiques qui étaient initialement utilisées par les amateurs de jeux vidéo et qui aujourd'hui c'est la denrée qui s'arrache en fait auprès des... Donc c'est les puces qui servent à faire les calculs en fait Exactement. D'accord. Ça permet de faire des calculs mathématiques en parallèle et donc d'accélérer les processus de traitement des données par les modèles d'intelligence artificielle. Oui, d'ailleurs, au passage, peut-être qu'on peut se le dire comme ça, même si c'est pas du tout le sujet de l'émission, mais géopolitiquement parlant, la production de ces puces, elle est quand même très focalisée sur un lieu bien connu. C'est Taïwan, et c'est pour ça qu'en fait, l'enjeu entre ce que la Chine va faire par rapport à Taïwan, c'est plus que simplement un enjeu politique de cette région-là, c'est un enjeu politique global, en fait. Ouais. Donc, on voit un peu dans la carte que il y a des grands acteurs quand même déjà. Il y a OpenAI, Google, Microsoft qui sont les acteurs de référence sur ces sujets-là. Des grosses entreprises qui ont l'air d'être un peu en retrait, mais qui sont très en avance aussi sur l'intelligence artificielle, comme Meta. Ex-Facebook, ouais. Voilà. Et donc eux, en fait, tout le monde les a critiqués par rapport à leur stratégie l'année dernière vis-à-vis du métaverse, etc. Mais ça, mine de rien, ça leur a permis d'avoir une avance en fait sur tout le monde, parce que en voulant créer les interactions du métaverse grâce à l'intelligence artificielle, ils ont créé des modèles de clonage de voix, des modèles d'interaction plus naturels
entre un humain et une IA, et donc ça leur donne une avance sur ce sujet-là. En voulant aller sur la Lune de Meta, ils ont créé plein de petites choses intermédiaires, plein d'outils qui aujourd'hui sont majeurs dans le domaine, c'est ça? Et c'est contradictoire, mais c'est le contributeur numéro 1 sur les modèles d'intelligence artificielle en open source. En open source. Alors ici, on est sur une radio où en fait l'April a une émission qui s'appelle Libre à vous, donc l'open source on connaît bien. Et effectivement, donc c'est un des acteurs majeurs de l'IA Meta qui fait de l'open source, mais du vrai open source, quelque chose qui est vraiment réutilisable par tout un chacun. Alors c'est du vrai open source. Il y a des modèles des frameworks comme PyTorch par exemple qui ont été proposés par Meta et qui aujourd'hui alimentent un nombre inconsidérable de modèles d'intelligence artificielle dans le monde et permettent à des ingénieurs partout dans le monde d'entraîner leurs modèles. Donc c'est du vrai open source. Super. Du coup, on est en plein dedans là, il y a une espèce de vague, mais qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que tout ça s'est déclenché tout d'un coup là, fin 2022, sortie de ChatGPT. Pour autant, les technos, elles étaient quand même déjà là. Vous parliez d'acteurs qui sont déjà présents, qui ont déjà fait des recherches. Qu'est-ce qui tout d'un coup fait que ChatGPT, quelle est la rupture que crée ChatGPT d'un point de vue technologique ou d'interface? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça explose comme ça? ChatGPT, en fait, la différence, c'est vraiment que c'est le premier outil qui était disponible de façon démocratique pour tout le monde. On clique sur 2 boutons et on y a accès. Et donc ça a fait qu'il y a une vague d'influenceurs, de TikTokers, de gens sur Twitter qui en ont parlé, qui ont proposé des use cases. Et donc ça s'est démocratisé. Mais en fait, quand on regarde le gap entre un modèle comme GPT-3 par exemple et un modèle comme GPT-3.5 est assez grand, mais pas tant que ça en fait. Sur l'aspect technique, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. D'ailleurs, les modèles, c'est des modèles de Transformers qu'on connaît depuis 2017. Mais simplement, c'est le fait que ça a été repris par assez de monde pour que ça devienne une hype. Alors les modèles Transformers qu'on commence à entendre ici dans l'émission, on en reparle juste après, parce que c'est un vrai point important, juste après la pause musicale. Et du coup cette semaine, j'ai voulu, en fait, après cette première partie qui est déjà très riche, merci Ilyes, en informations et en connaissances, qu'on parte un peu loin là, qu'on fasse une petite pause, une vraie pause, qu'on parte dans une méditation chamanique et électronique, avec ce morceau de Anne Passeo, From the Stars, de l'album Shaman, et en même temps on fait un petit clin d'œil à Loïc Lemeur, qui arrive même très bien à faire avec sa conférence annuelle Powwow, le lien entre justement ces technos ancestrales et nouvelles, entre chamanisme et IA. Donc on écoute Anne Passeo.
93.1 à Paris, toujours par les mois d'IA. Toujours l'épisode consacré à comment se lancer sur la vague des IA, dans la vague des IA génératives avec Ilyes Talbi. On parlait juste avant la pause de la partie logicielle. Donc vous avez fait le point sur effectivement l'IA, c'est beaucoup de hardware avec Nvidia. Il y a la partie logicielle. Peut-être nous citer aussi encore une fois les grands acteurs logiciels. Et puis faire ce point qu'on avait envie de faire sur ce qu'on appelle les transformers. On voit ce mot apparaître partout dans la presse. C'est quoi la révolution des transformers? Qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça a permis du coup aux nouvelles IA? Ok, donc sur l'aspect logiciel d'abord et software, les grands acteurs, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit leur nom, c'est Google, Meta, OpenAI, et un acteur qui a été créé par des Français qui s'appelle Hugging Face, qui s'impose un peu comme le GitHub de l'intelligence artificielle. Donc GitHub, c'est une plateforme qui permet aux codeurs de proposer du code soit en open source, soit avec leurs équipes en interne. Et donc sur l'intelligence artificielle, c'est des Frenchies qui ont créé ça. Donc c'est classe. On est content sur cet aspect-là. Et sinon, la révolution Transformers, alors les Transformers, c'est Google et l'Université de Toronto en 2017. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand les gens disent que Google a perdu la guerre de l'intelligence artificielle, oui, qu'ils sont dépassés par OpenAI. En fait, non, ils sont pas dépassés, puisque un outil comme ChatGPT, il l'avait déjà en interne depuis longtemps. C'est juste que sur l'aspect public, l'aspect communication, Sam Altman a été beaucoup trop fort. Mais sinon, Google est encore dans la course. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une révolution? C'est que, en fait, ça reste des modèles de deep learning, donc des réseaux de neurones assez classiques, sauf qu'en fait, ils permettent de scaler, donc de passer à l'échelle les modèles, et donc d'entraîner des modèles avec beaucoup plus de données et beaucoup plus de paramètres qui sont entraînables. Ouais, pour être bon, il faut beaucoup de données, mais pour avoir beaucoup de données, il faut être en capacité de la gérer. Et donc ces nouveaux modèles algorithmiques, finalement, arrivent à ingurgiter plus de données, plus de paramètres. Et donc forcément, de ce qu'on comprend, c'est que ça permet une meilleure réponse. Voilà, exactement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'intelligence, mais la course, en fait, le vrai enjeu pour les entreprises, c'est d'entraîner leur modèle avec toujours plus de données et avec des modèles toujours plus gros, en fait, donc avec plus de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et c'est vraiment ça, en fait, la course, c'est qu'il n'y a pas encore d'intelligence à proprement parler. Et d'ailleurs, Yann Lequin dit qu'on compare l'intelligence artificielle, l'apprentissage de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage d'un bébé, mais un bébé n'a pas besoin de 1000 images de girafe pour comprendre le concept de girafe. Pour reconnaître une girafe, effectivement. Exactement. Bon, tous ces sujets-là, vous les abordez dans cette nouvelle formation que vous proposez en ligne avec vos trois compères. Qui sont les trois personnes avec lesquelles vous avez monté cette formation? Donc, on l'a monté avec Nicolas Guillon, qui est entrepreneur dans le monde de la tech depuis pas mal de temps. Michael Dusselier, qui est youtubeur, créateur de contenu lui aussi, et Alexandre Sellas, Alexandre Lavallée, pardon, je dis Sellas parce que c'est le fondateur de Sellas Studio. Ah, c'est son nom de voilà, professionnel, d'accord. C'est son nom de scène, et en fait, Sellas Studio, c'est l'entreprise, une des premières entreprises qui a travaillé sur l'IA générative à l'échelle française, et dans l'équipe des fondateurs, il y avait les gens qui ont contribué au modèle Stable Diffusion, qui est aujourd'hui un des modèles de référence sur la génération d'images. Oui, donc des spécialistes, mais qui, alors, pour avoir pu regarder un petit peu la formation, sont très abordables. En fait, on s'assoit à table avec vous, et vous nous racontez l'IA générative, donc c'est assez abordable, c'est même très abordable. Pour le coup, la formation, elle permet justement de bien rentrer dans le sujet. Et du coup, en fait, donc cette formation, à qui vous la destinez? Et finalement, c'est à quel prix vous destinez cette formation? En fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le danger numéro 1 des modèles de l'intelligence artificielle et de sa démocratisation, c'est plutôt le danger de tomber dans un modèle de société un peu à deux vitesses, entre d'un côté les gens qui savent maîtriser ces outils-là, et de l'autre les laisser pour compte, qui par manque d'intérêt ou par peur parfois n'ont pas pris en fait le train de l'intelligence artificielle, et donc on a fait en sorte que la formation soit accessible en termes de contenu. D'ailleurs c'est un peu en mode Marvel avec cette histoire de super pouvoirs. Oui, vous avez des super pouvoirs chacun d'entre vous. Exactement, c'est ça. Et donc accessible en termes de contenu, mais aussi en termes de prix, c'est qu'on la propose à 99 €. Et notre objectif, c'est de former tous les Français
à l'intelligence artificielle générative et donc de permettre à tous les Français d'avoir un niveau socle de base commun. Un niveau minimal pour arriver à déjà aller plus loin dans la réflexion et dans la manière d'aborder le sujet, quoi. Exactement. Et en fait, la remarque qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui vont essayer de vous donner une compréhension de ce qui se passe à un instant T. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, c'est plus valable. Et donc, nous, plutôt que de donner ça, on a donné les clés en fait, de compréhension du monde de l'IA générative et comment le monde de la tech en général va évoluer. Et notamment, vous abordez, bien sûr, la question importante quand on veut commencer à se former sur ce sujet-là, c'est la question du prompt. Donc c'est la manière d'interagir avec les algorithmes, notamment les algorithmes de génération d'images, mais c'est aussi ce qu'on écrit finalement et ce qu'on demande à ChatGPT. C'est quoi en fait les bonnes compétences pour écrire un bon prompt? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des compétences particulières? Paradoxalement, les personnes qui sont un peu plus âgées et qui, parce que traditionnellement elles savent mieux écrire, elles ont plutôt plus de facilité à faire comprendre à ChatGPT ce qu'elles veulent. Elles écrivent mieux. Parce qu'elles écrivent mieux. Oui. Et donc le modèle comprend mieux ce qu'elles veulent dire. Et parfois, ça se joue à rien. Ça se joue à un mot, en fait, qui va donner un adjectif dans la sortie, qui va tout changer. Et donc, il y a des techniques, en fait, des techniques de prompting. C'est pas simplement donner un message, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un métier qui se crée qui s'appelle le prompt engineering. Oui. Ou prompt designer si on veut une version plus artistique de la chose avec les images, oui. Voilà. Et ça c'est fait. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, dans nos différents métiers, on utilise PowerPoint, on utilise Excel. Vous pensez que demain, voilà, ça fera une compétence de plus, on aura un nouvel outil, on ira utiliser ces outils-là, et donc on doit acquérir simplement le même type de compétences qu'avec Excel ou PowerPoint? Peut-être pas directement, c'est peut-être pas l'entreprise qui va le demander directement, mais par contre, il y aura une grosse différence entre un employé qui utilise ChatGPT et qui sait l'utiliser et un employé qui l'utilise pas. Et donc, au bout d'un moment, le management va voir cette différence-là et il faudra l'expliquer, quoi. Donc, vaut mieux pour tout le monde, vaut mieux que tout le monde sache utiliser ces outils-là. Et vous parlez du management d'ailleurs. On voit bien les applications spectaculaires de correction ou de création de code informatique quand on est développeur. C'est assez. On a eu des témoignages qui nous disaient que ça pouvait faire 70% du code d'un développeur. On voit bien aussi les productions un peu fantastiques au niveau des visuels. Mais pour un professionnel plus classique, un chef de projet, justement, un manager, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? Comment il faut l'aborder éventuellement? Si vous donniez un exemple particulier où justement du coup le chef de projet ou le manager, il va dire ah oui ça va vraiment m'apporter quelque chose dans mon métier. J'imagine déjà quand on crée en fait un code ou une application ou quelque chose d'un minimum ambitieux, on a énormément de code qui se crée, on a énormément de documentation aussi, des documentations qui sont pas toujours très bien faites par les développeurs. J'en parle en connaissance de cause. Oui. et donc déjà, ça peut permettre aux développeurs de créer de la documentation un peu plus digeste et aux chefs de projet de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir limite un modèle de langage avec qui il va pouvoir interagir pour comprendre tous les paramètres du projet, comprendre le degré d'avancement, comprendre où est-ce qu'on va exactement. Et c'est quelque chose qui, si demain le développeur senior décide de partir, le prochain développeur qui arrive pourra beaucoup mieux comprendre en fait ce qui se passe plutôt que de devoir refaire tout depuis le début. Et ça, c'est un gros problème en fait. Le problème de la documentation interne des entreprises en général, ça c'est quelque chose qui va beaucoup plaire aux managers. Et en entreprise aussi, on peut imaginer de ne pas forcément utiliser l'IA avec les outils extérieurs, donc ChatGPT en ligne. On peut aussi internaliser ces IA. Alors déjà ChatGPT, donc OpenAI a proposé une version de ChatGPT pour les entreprises sous forme de, donc c'est un outil qui s'appelle ChatGPT Entreprise justement, qui permet à l'entreprise d'avoir son propre serveur et OpenAI fait la promesse que les données qui sont générées et ingurgitées par le modèle ne servent pas de base d'entraînement pour les prochaines versions de ChatGPT. Après maintenant, est-ce que ça garantit la sécurité des données de l'entreprise? On n'est pas encore sûr.
Et il y a d'autres solutions un peu plus sûres et certains ou... Des solutions, Microsoft Azure par exemple, qui propose quand même des choses un peu plus fiables. En tout cas, Microsoft a des contrats avec la plupart des grosses entreprises françaises, donc au final ça change rien qu'ils aient plus de données sur l'entreprise. Et par contre, pour internaliser ça, la grosse alternative aujourd'hui qu'on a, c'est l'IAMA, donc le modèle de open source de Meta, qu'on peut réentraîner, mais qui reste pas assez performant sur la langue française, qui est très bon en anglais, moins en français, et qui va engendrer des coûts d'infrastructure assez élevés. D'accord, mais ça risque de changer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, c'est-à-dire que ça va tellement vite. On peut imaginer quand même qu'il va y avoir une certaine révolution de l'intranet et de la gestion de la connaissance d'une entité ou d'une entreprise qui va pouvoir absorber tout ce qui existe sur le réseau et pouvoir le recracher. Combien d'heures on passe à chercher un document qui a été effectivement fait par un autre collaborateur ou essayer de retrouver une connaissance qui a été un peu perdue. Oui, c'est ça, c'est de la recherche d'informations et aussi pour assurer un peu plus de sécurité, parce que quand je vais demander à mon collègue une information, parfois c'est au téléphone, dans le métro ou parfois sur WhatsApp, et donc les données de l'entreprise s'éparpillent un peu et ça fait que l'entreprise est beaucoup plus vulnérable, quoi. Vous avez une marotte que vous partagez souvent sur les réseaux, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est. C'est l'IA décentralisée. Ah oui, ça c'est moi. C'est votre concept, ça, je pense. C'est pas mon concept. Non, mais en tout cas, vous en parlez souvent. En tout cas, aux États-Unis et en Angleterre, c'est un sujet d'intérêt. Alors c'est quoi ? Racontez-nous. C'est pas mal de monde. Mais en France, je suis peut-être un des seuls à parler de ce sujet-là. Donc en fait, c'est que le problème aujourd'hui des modèles d'intelligence artificielle, donc des gros modèles, des LLM, par exemple, c'est que c'est réservé quand même à une classe d'entreprises qui sont assez grosses et qui ont assez de ressources pour entraîner ce genre de choses-là. Donc, en gros, c'est Google, Microsoft, OpenAI via Microsoft, parce qu'OpenAI appartient à 50% à Microsoft. Et donc, il y a un monopole, en fait, qui s'est créé. Et la seule issue, en fait, la seule alternative qui pourrait donner en fait aux startups une possibilité de rivaliser, c'est l'intelligence artificielle décentralisée. Donc c'est un modèle dans lequel on va partager toutes les données qui sont générées par les entreprises ou les individus, et on va partager toutes les capacités de calcul de tous les individus d'un réseau. Vous réinventez le web, quoi, en fait. On réinvente le web, donc c'est un peu un modèle Web 3, mais pour l'intelligence artificielle. Et donc dans ce modèle-là, on aurait à chaque fois des modèles qui sont entraînés grâce aux ressources qui sont proposées par les membres du réseau, et derrière, les membres du réseau sont récompensés en fonction de la quantité de ressources qu'ils ont proposées ou la quantité de données et leur impact en fait sur les performances d'un modèle. Oui. Bon, vous l'aurez compris, cette formation, elle est très riche, elle dit beaucoup de choses. On n'a pas pu aborder aussi, parce que c'est un chapitre que vous abordez, la partie des enjeux, notamment vous parlez de l'IA et de ce que ça peut provoquer en termes environnemental. Vous parlez aussi potentiellement des conséquences sur la société. J'ai beaucoup aimé, moi, un exemple sur le phishing, donc en fait, finalement, la partie noire et dark de l'IA qui va s'améliorer. Il va falloir justement, les pirates vont devenir meilleurs aussi grâce à l'IA, donc il va falloir regarder un petit peu ce qu'ils font. L'émission est passée très vite, il faut maintenant conclure. Il faut conclure cette émission consacrée aux moyens de se mettre le pied à l'étrier concernant les IA génératives. Merci Ilyes Talbi pour vos partages sur ce sujet. Vous avez été un prof de surf pédagogue et progressif. Grâce à vous, on sait que les générations plus matures ont un avantage compétitif sur la génération Y. Elles ont une compétence très utile. Elles savent écrire des textes riches et bien structurés pour produire des prompts, ces petits textes de commande, pour interroger les IA et être d'une grande efficacité. Une raison de plus pour vous lancer et essayer ChatGPT ou Google Bard. Ilyes, on vous retrouve aussi à travers la revue de l'IA sur larevueia.fr, tout accroché. On vous retrouve avec vos 3 compères dans la formation en ligne Passeport IA, que l'on peut retrouver notamment sur le réseau social professionnel LinkedIn. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis preneur de tous vos retours bienveillants pour améliorer cette émission. Restez sur 93.1 FM, Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains puisque c'est celle des émissions de Cause Commune, Rayon Libre pour le vélo, Libre à vous pour le logiciel libre et plein d'autres émissions de débat. Merci Jérôme à la réalisation, à bientôt.